Donc bonjour à tous. Là je vais vous présenter le cours que je vous ai distribué la dernière fois, c'est-à-dire le cours sur les liaisons et sur les schémas cinématiques. Voilà. Donc l'idée là c'est de reprendre le cours avec vous et vraiment d'insister sur les points importants afin que vous derrière vous puissiez noter toutes les questions qui vous viennent, tous les points bloquants que vous comprenez pas, et ensuite quand on fera le cours de demain, vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà. Donc on va commencer le cours. Voilà. Alors, on commence par pourquoi modéliser un mécanisme réel. Déjà, qu'est-ce qu'un mécanisme? Un mécanisme, c'est un ensemble de pièces liées les unes aux autres, qui ont des mouvements les unes par rapport aux autres. Donc nous, l'objectif de ce cours, c'est de modéliser ça, c'est-à-dire de comprendre et de connaître les mouvements qui sont possibles entre chacune des pièces. D'accord? Donc ici, dans le cours, ils nous disent que les outils de l'ingénieur sont la cinématique, la statique, la dynamique et la résistance des matériaux. Vous, pour l'instant, vous connaissez pas tout ça. Euh, on y reviendra après. Je peux vous dire déjà que la cinématique, c'est l'étude des mouvements, d'accord? La statique, c'est l'étude des forces quand un objet est à l'arrêt. La dynamique, donc, c'est l'étude de la cause des mouvements, et la résistance des matériaux, c'est l'étude de la déformation des pièces ou de la limite en résistance, c'est-à-dire de pouvoir savoir quand est-ce que le matériau va rompre. Voilà. Ensuite, on vous dit que pour faire une modélisation, bien sûr, il faut mettre en place des hypothèses simplificatrices. C'est-à-dire qu'une modélisation, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une image de la réalité. On regarde en fait la réalité, comment elle se comporte. Mais c'est toujours approximatif. Et ça, c'est lié justement au fait qu'on pose des hypothèses. D'accord? Donc, plus nos hypothèses seront grossières, plus la modélisation sera éloignée de la réalité. D'accord? Donc, là, dans notre cas, les hypothèses de travail, c'est que nos solides sont indéformables et que les formes sont géométriquement parfaites. Donc on revient sur les mouvements, donc les mouvements élémentaires. On a vu que les deux mouvements élémentaires, c'était une translation et une rotation. Vous vous souvenez, je vous ai montré ça dans la première vidéo. Donc là, vous avez l'exemple d'un cycliste, et on peut lire mouvement du cycliste par rapport au sol, mouvement du cycliste par rapport au sol, cette notation est très importante, d'un solide par rapport à un autre, enfin de quelque chose par rapport à autre chose, avec le slash, translation le long de l'axe horizontal. Donc vous voyez qu'une translation c'est le long d'un axe. Ensuite, mouvement de la roue par rapport au vélo, rotation autour de l'axe de la roue. Donc une rotation ça se fait autour de quelque chose, d'accord? Donc les translations se feront le long des axes x, y, z, comme on le voit ici, x, y, z, donc les translations se font le long des axes, et les rotations vont se faire autour des axes, donc c'est-à-dire la rotation autour de l'axe x, c'est la rotation qui se fait comme ceci, celle autour de l'axe y, elle se fait comme cela, et autour de l'axe z, elle se fait comme cela. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a 6 degrés de liberté, d'accord? Une rotation, une translation autour de chaque axe. Et donc, on appelle ça des degrés de liberté, parce que c'est des mouvements qui sont autorisés dans l'espace. Notre espace a 3 dimensions, donc qui est repéré par ce repère. Qui dit repère dit référentiel. Au final, c'est un référentiel d'étude, c'est à partir de cet endroit, de là, qu'on observe le mouvement. D'accord? Donc là, je vais reprendre la main. Juste pour rappel, ce que je vous avais montré l'autre fois, si on considère qu'un solide est indéformable, imaginez que ma feuille c'est un solide. Si on prend deux points de ce solide et qu'on trace un vecteur entre les deux points, ce vecteur, lui, il va rester constant au niveau de sa norme, d'accord? Si le solide est en translation, vous voyez, là, si je suis mon repère qui est là, on va imaginer que là, je suis en translation selon x, là, je suis en translation selon y, et là, je suis en translation selon z, d'accord? Vous voyez que dans les trois cas, pardon, mon vecteur ne change pas de direction. Ok, il reste orienté toujours de la même façon. Sens et direction du vecteur sont toujours les mêmes. Là, on considère qu'on est en translation. Maintenant, si on est en rotation, si je tourne autour de l'axe X, vous voyez que mon vecteur, là, il change de sens. D'accord? La direction, elle change et le sens change. Pareil ici. D'accord? Pareil là. Si je fais comme ça, si je tourne autour de l'axe Z. Donc c'est ça qui fait la différence entre translation et rotation, d'accord? C'est est-ce que le vecteur défini dans votre solide, garde la même orientation ou pas.
Ici, on vous parle d'une matrice des 6 déplacements élémentaires. Là. En gros, c'est les 6 déplacements qu'on a vus d'un solide. On peut les ranger dans une matrice. C'est-à-dire que votre solide, quand il se déplace, eh ben, on repère ses déplacements par rapport aux axes X, Y, Z, en fonction des translations et des rotations qu'ils ont par rapport à ce repère. Et donc, quand on vous parle de la matrice, vous voyez, on dit bien le mouvement du solide 1 par rapport au solide 0, ou de solide 1 par rapport au repère 0, est égal, d'accord, bah, à la translation qu'on aura sur X, à la translation qu'on aura sur Y, à la translation qu'on aura sur Z, et à la rotation qu'on aura sur X, la rotation qu'on aura sur Y, et la rotation qu'on aura sur Z. D'accord? Et tout ça par rapport au repère R, dans un repère R. D'accord? Donc ça, c'est une manière de noter le mouvement d'un solide par rapport à un autre. Maintenant, on vous parle de liaison entre deux solides. Ça, c'est une notion très importante, parce qu'au final, qu'est-ce que permet une liaison entre deux solides? Ça permet de bloquer certains degrés de liberté. Ça veut dire que de base, si je prends mes deux solides là, mes deux stylos, vous voyez, non, plutôt mon bouchon et le stylo, vous voyez que là, ils sont tous les deux libres, ils sont indépendants. Je peux faire ce que je veux comme mouvement. À partir du moment où je les lie, c'est-à-dire que je les mets en contact, d'accord? Là, si je veux garder ce contact, j'ai plus de liberté de chacun des deux solides, d'accord? Je peux plus, par exemple, faire une translation comme ça. Sinon, je perds mon contact, d'accord? Je peux plus faire de translation comme ça. Sinon, je perds mon contact, d'accord? Là, le seul mouvement possible, c'est une rotation de l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, j'ai établi une liaison. Donc, dans les mécanismes, c'est ça qu'on fait au final. On met des liaisons entre les solides afin de bloquer et d'autoriser certains degrés de liberté. Donc, pour ça, on établit des contacts entre les pièces, d'accord, entre les surfaces ou entre les points. Et c'est ces contacts qui vont créer les liaisons. En fonction des types de contacts, on va avoir des liaisons. Donc, les différents contacts qui existent, il y en a trois types. Les contacts ponctuels, qu'on a ici, les contacts linéiques et les contacts surfaciques. On les appelle comme ça, chacun leur nom, parce que c'est fonction de la géométrie qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que, au final, un contact, c'est deux géométries ensemble. On prend un solide qui a une certaine géométrie, un autre solide qui a une autre géométrie, on les met ensemble en contact, d'accord? Ou deux solides qui ont la même géométrie, on les met en contact. Ces deux géométries, quand elles sont en contact, forment une géométrie de contact. C'est ça qu'on appelle contact ponctuel, ou contact linéique, ou contact surfacique. Le contact ponctuel, c'est quand on met une sphère sur un plan. Voilà, donc la première géométrie, c'est une sphère, la deuxième, c'est un plan, et du coup, la géométrie de contact, c'est un simple point. Pour le contact linéique, on a sphère dans un cylindre creux, et là, on voit qu'on obtient une ligne qui, elle, est curviligne. On appelle ça curviligne parce qu'elle est courbée. Si on met un cylindre sur un plan, on obtient aussi une ligne, mais une ligne qui est rectiligne. C'est pour ça qu'on appelle ça un contact linéique rectiligne. Donc le contact linéique, il se divise en deux. Enfin en deux, il se divise pas, mais il y en a deux types, le curviligne et le linéique. Et ça reste du contact linéique. Le contact surfacique, qui lui peut être obtenu en mettant un cylindre creux dans un cylindre plein, enfin un cylindre plein dans un cylindre creux, et un plan sur un plan. Donc là encore, le type de contact c'est le même, c'est du surfacique, mais c'est la forme qui diverge. Voilà. Donc là, en 3-4, vous avez le tableau des liaisons usuelles, c'est-à-dire un tableau au final qui vous référence toutes les liaisons qui existent, d'accord, avec donc leur nom, leur représentation dans le plan, sachant du coup qu'elles peuvent avoir plusieurs représentations vu qu'on peut les regarder selon différents plans. Je vais vous expliquer là. Les degrés de liberté permis, donc au niveau des translations sur x, y, z et au niveau des rotations sur x, y, z, et du coup les mobilités. Donc là, ils ont pris, je vais vous décrire la liaison pivot, je vais vous faire un petit exemple. Donc vous voyez ici on vous parle d'une liaison pivot de centre A et d'axe X, parce qu'une liaison est toujours caractérisée par un centre et un axe s'il y a une rotation autour d'un axe ou une translation le long d'un axe. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple pour une liaison rotule, une liaison sphérique, vous voyez ici, il n'y a que des rotations
ni translation, il n'y a que des rotations, il n'y a pas de translation. Donc les rotations se font selon les trois axes, x, y, z. Donc on peut pas dire que la liaison de rotule elle est de centre O et d'axe X par exemple, vu qu'elle est selon les trois axes. Donc on dira juste qu'elle est de centre O. D'accord? Donc là, pour la pivot, revenons à la pivot qui est ici. Donc regardez au tableau, l'exemple. Donc là, on a une liaison pivot de centre A et d'axe X. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée en A. Et au final, le solide 2 dessiné en vert tourne autour du solide 1 qui est ici. D'accord? Ou le solide 1 peut aussi tourner par rapport au solide 2, ça dépend comment on se place. Donc, cette rotation se fait autour de X, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une liaison pivot de centre A et d'axe X, d'accord? Là, on l'a représentée de manière en perspective spatiale, donc selon les trois axes, en voyant les trois axes, mais on peut aussi la représenter de manière plane, c'est-à-dire en observant juste un plan. Donc là, par exemple, sur cette représentation-là, on a regardé le plan YZ, c'est-à-dire que si on regarde le plan YZ par de là, qu'est-ce qu'on voit au final? On voit une coupe de la liaison, donc on voit le solide 2 qui tourne par rapport au solide 1 qui est à l'intérieur et qu'on ne voit pas, c'est la représentation qui est comme ça. Et si on regarde dans le plan XZ, ou si on avait regardé dans le plan XY, on a cette représentation, d'accord, où on voit la liaison au final de face. Là, on la voit de côté, là, on la voit de face, d'accord? Et du coup, on a cette représentation. C'est le solide 2 qui tourne comme ça autour de X, d'accord? Voilà. Donc, pour cette liaison pivot, vous voyez qu'au final, vous n'avez qu'une translation autour de X. Bien sûr, si la liaison tourne autour de Z, si ça avait été une liaison pivot autour de Z, elle n'aurait pas été dessinée comme ça. Là, on l'aurait dessinée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle aurait été orientée comme ça. L'axe de rotation aurait été Z. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important de savoir orienter, repérer l'orientation des liaisons dans l'espace. C'est ce qui empêche de faire des erreurs quand on dessine un schéma cinématique, mais c'est aussi ce qui permet de bien comprendre les schémas cinématiques, de comprendre où se font les mouvements, selon quel axe, et du coup de bien comprendre les mobilités du mécanisme. Donc tout ça, il faut regarder. En général, cette feuille vous est donnée pour tout ce qui est éval ou tout ce qui est exercice. Vous ne devez pas tout connaître par cœur. Après, vous devez connaître quand même les plus connus, c'est-à-dire la glissière, la pivot glissiant, la rotule, l'hélicoïdale. Donc maintenant, le schéma cinématique. Donc, pour faire un schéma cinématique, il y a différentes phases. Il y a l'identification de la phase d'étude. Donc c'est pour savoir dans quelle phase on se situe au niveau de l'utilisation du mécanisme. Il peut y avoir une phase de réglage ou une phase de mobilité, et dans ce cas-là, les nombres de classes d'équivalence ne seront pas les mêmes. Donc la classe d'équivalence. La classe d'équivalence, c'est quoi? On nous dit il faut repérer les classes d'équivalence. Au final, une classe d'équivalence, c'est un ensemble de pièces qui n'a pas de mouvement relatif les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire toutes les pièces qui sont bloquées les unes avec les autres. Donc, en général, quand on fait un schéma cinématique, on repère ces pièces et on les dessine, on les colorie toutes de la même couleur. Donc, au final, toutes les pièces d'une même classe d'équivalence, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des liaisons encastrement entre elles. Il n'y a pas de mouvement. 6 degrés de liberté bloqués. Donc, une fois qu'on a repéré les classes d'équivalence, on les nomme. Ensuite, on identifie les liaisons qu'il y a entre ces classes d'équivalence. D'accord? Donc, quand je dis identifier, c'est savoir la nature de la liaison, mais aussi son centre et son axe éventuel. Donc, on note tout ça. Là, je passe rapidement là-dessus. On décrit les liaisons. Donc là, vous voyez, par exemple, pour notre liaison pivot qu'on aurait mis ici, on aurait mis pivot, centre A, axe X, d'accord? Mobilité, on aurait mis une rotation, et on aurait fait le schéma plan dans le plan qui nous intéresse. Ensuite, on fait le graphe des liaisons. Donc le graphe des liaisons, c'est des cercles qui représentent les classes d'équivalence reliés par des traits où on note les liaisons. Et ensuite, on fait le tracé du schéma dans le plan, puis dans l'espace. Donc j'insiste pas là-dessus déjà parce que je suis limité dans le temps pour les vidéos, j'ai que 15 minutes, il me reste 10 secondes. Donc on fera des exercices là-dessus, on fera des applications un peu plus détaillées. Voilà. Donc je vous remercie et surtout préparez vos questions.